Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur ce webinaire organisé par 3A. Donc nous sommes une école de commerce et de développement. Nous défendons les valeurs d'éthique et de solidarité. Donc c'est pourquoi on a voulu organiser aujourd'hui ce webinaire pour pouvoir poursuivre les échanges et le partage malgré la situation actuelle qui n'est pas forcément très réjouissante. Donc nous, on tient à poursuivre dans cette voie malgré tout. Donc on organise régulièrement des webinaires pour partager notre expertise et celle de nos intervenants. Et aujourd'hui, on souhaite encourager les questions sur les enjeux d'aujourd'hui et de demain. Et c'est dans cette optique qu'on a organisé ce webinaire sur la responsabilité sociétale des entreprises. On est donc ravis de vous accueillir. Dans un premier temps, un petit point technique, si je puis dire. Vous pouvez donc interagir avec nous via le système de chat. Je vois qu'il y en a qui se sont bien saisis de l'outil. N'hésitez pas tout du long du webinaire à poser vos questions. Le but, c'est qu'il puisse y avoir des interactions, des échanges. À titre d'information, on organise aussi ce webinaire dans le cadre de notre lancement dans la formation professionnelle. Donc, ça fait 35 ans que l'école 3A propose des formations en initiale pour former donc des étudiants qui souhaitent mettre leurs compétences en sciences de gestion, en sciences humaines au service des enjeux sociétaux et environnementaux. Et donc, désormais, nous allons nous lancer dans la formation professionnelle avec un titre de manager des organisations de la solidarité. Donc, je vais laisser ma collègue Aurélie vous en dire un petit peu plus sur ce programme. Oui, merci Anastasia. Effectivement, le 7 avril prochain, la première promotion de manager des organisations de la solidarité fera sa rentrée pour 12 mois de modules à raison de 3 jours par mois et chaque semaine, le mardi soir et le samedi matin, pour un suivi toute l'année avec les intervenants, une vingtaine de professionnels du secteur de l'économie sociale et solidaire, des organisations de solidarité internationale, du tiers secteur, comme on dit maintenant, et l'objectif, c'est d'acquérir des compétences et de professionnaliser ce secteur, mais aussi d'appliquer concrètement et d'évaluer tout au long de la formation toutes les compétences acquises. Donc, on a des modules phares, par exemple, le management stratégique sur la RSE, comment calculer les performances sociétales, comment faire l'analyse des besoins sociaux, le prototypage de services. Il y aura la création d'une entreprise à mener pendant toute l'année en collectif, un mémoire individuel avec des recommandations opérationnelles également. Donc, toutes les fonctions support seront ici traitées par nos intervenants. Le calcul des actifs immatériels, la finance, la comptabilité que tout manager se doit de connaître, et surtout dans le secteur actuel, enfin dans le contexte actuel. Et puis, tout ce qui est lié au changement d'échelle, à l'essaimage territorial, comment l'économie sociale et solidaire peut, et la RSE, devenir de plus en plus impactante et, et comment, en termes de management interne, comment s'organisent les équipes, comment on fait du management par le care, comment des modèles alternatifs comme les organisations apprenantes peuvent nous aider à mettre en place en mode projet des initiatives qui favorisent l'écosystème à impact sociétal durable. Donc, on a 2 intervenants aujourd'hui ici qui participent à cette formation professionnelle qui est reconnue Bac+5. Alexandre Martinez qui va se présenter et qui intervient notamment sur l'analyse des politiques publiques, et Alice Lousson qui intervient sur le management par le care, je viens de le dire, et la RSE. Donc, je les laisse se présenter. Bonjour à tous, du coup ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc je suis Alice Lousson, je suis ancienne 3Aienne, je suis d'autant plus ravie d'être avec vous sur ce webinaire. Je suis consultante et formatrice en développement durable, RSE et management dans un cabinet qui s'appelle Nicomac, qui a depuis peu une antenne d'ailleurs à Paris, parce qu'à la base étant un petit cabinet savoyard. Dans ce que je fais, au-delà de ma passion sur les sujets en lien avec les transitions écologiques et sociétales, c'est que j'accompagne des organisations et des entreprises privées dans leur démarche RSE et développement durable de manière générale, que ce soit des associations, des entreprises dans le secteur de l'industrie, de l'agroalimentaire, mais aussi un petit peu dans le public sur l'aspect plus développement durable également. Je laisse la parole à Alexandre.
Merci, Alexandre Martinet. Je suis également très heureux d'être avec vous pour ce webinaire, cette expérience. Je suis formateur à 3A depuis maintenant 3 ans et un ancien conseiller de la coopération allemande, la GIZ, qui est une agence du gouvernement fédéral allemand pour la coopération internationale, qui est un des modules que j'enseigne à 3A. J'interviens également sur l'analyse des politiques publiques, puisque je suis consultant auprès de collectivités territoriales françaises en management territorial et en gouvernance territoriale et management public. Donc aujourd'hui, je vous parlerai des objectifs de développement durable et de la coopération internationale. Super. Merci Alexandre. Alors, dans la construction de ce webinaire, l'objectif, c'est de mettre un peu d'interactivité tout de même. Donc, on vous posera des petites questions sondage. Vous pouvez aussi, bien sûr, partager dans le chat vos questions, mais aussi des réflexions. Vous pouvez avoir des remarques tout au long du webinaire. Et du coup, on a Anastasia et Aurélie qui récoltent aussi les questions et qui nous les poseront au fur et à mesure à l'oral. Soit pendant la présentation, soit à la fin en fonction de ce qui semble le plus pertinent. Un petit point sur ce dont on va parler aujourd'hui, donc en lien avec la RSE, la coopération internationale et puis cette thématique qu'on a voulu aborder, des organisations solidaires vers des organisations solidaires. Donc on fera un petit point contexte global, on parlera aussi des référentiels clés, puis les enjeux, les challenges de demain sur ces questions-là. Et on fera une petite synthèse sur voilà, comment devenir acteur aussi ou ce qu'on a envie de partager plutôt en termes de synthèse avec Alexandre. Eh bien, première question qui est plutôt pour vous, du coup. Quand on dit développement durable, à quoi vous pensez? C'est quoi pour vous des mots-clés qui permettrait de définir cette notion? Vous pouvez utiliser le chat. Pour mettre vos mots-clés. Ok. Super. Bon. Top. Je vous laisse lire un peu en même temps que moi hein, le chat. Il y a plein de choses qui ressortent et je reprends notamment pour parler, faire le lien avec la définition du développement durable. Je reprends la réflexion qui est donnée de dire que souvent on pense développement durable égale écologie et qu'en fait, en effet, c'est beaucoup plus large que ça, que ça concilie l'économie, ça concilie le social, le sociétal finalement. Et bien sûr, l'aspect aussi environnement. Vous êtes beaucoup aussi à évoquer le côté futur, finalement, améliorer le monde de demain. Ça fait partie, bien sûr, du développement durable et plus particulièrement de la RSE, qui serait l'application aux entreprises. Et ce sont des définitions qui sont très proches également du côté coopération internationale. Bien sûr, dans la définition du rapport de Brundtland qui parle la première fois du développement durable, on a cet aspect développement pour les générations futures et prise en compte de leurs besoins. Et du coup, s'interroger sur nos impacts actuels pour s'assurer que ceux qui nous suivront pourront aussi y répondre. Je vous mets la définition ici de la RSE et de la coopération internationale. J'ai le support, je pense, qui ne fonctionne pas. Je ne sais pas si... Est-ce que, Anastasia, tu peux le partager ou me l'autoriser? Hop, voilà. Merci. Du coup, développement durable, un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs, avec ces 3 piliers, environnement, social, économie. Bon,
déjà, ça me semble important de le souligner. Pour aller plus loin dans les 2 autres notions qui nous concernent aujourd'hui, donc je vous l'ai dit, la RSE, c'est l'application finalement du développement dans les entreprises et dans les organisations. On parle presque maintenant de RSO aussi. Moi, j'ai accompagné des associations du coup qui parlent de responsabilité sociale des organisations parce que voilà, ça leur parle pas trop le côté entreprise. Ce que j'aime bien dans la définition là qui est donnée, c'est le côté partie prenante qui apparaît, prend en compte les attentes des parties prenantes et on le verra, c'est un enjeu clé et c'est très lié du coup à notre thématique aussi d'organisation solidaire, c'est-à-dire comment est-ce que j'interagis avec les autres organisations et que je fais des projets communs. Il y a l'aspect respect des lois en vigueur, bien sûr, et des normes internationales et nationales. On en parlera aussi un petit peu, mais c'est aussi aller plus loin avec un comportement, on pourrait traduire de transparent et éthique. Alexandre, sur la coopération internationale, je te laisse. La coopération internationale, c'est très vaste. On peut coopérer dans divers secteurs, que ce soit la santé, actuellement on le fait beaucoup pour lutter contre le Covid, que ce soit dans le domaine militaire, la France intervient dans plusieurs pays à l'international et ça ressort de la coopération militaire. On peut avoir de la coopération universitaire. Le programme Erasmus, c'est un programme de coopération internationale dans le domaine de l'université, de la recherche aussi. Et le lien entre les objectifs de développement durable et la coopération internationale, elle se fait surtout à travers la déclinaison de l'aide publique au développement dans le grand cadre de la politique de coopération que mène chaque pays. Alors, l'aide publique au développement, qu'est-ce que c'est? Ce sont, avant tout, c'est de l'argent pris sur les recettes de certains États pour investir dans le développement économique, social, culturel d'autres États. Ces autres États qui sont bénéficiaires de cette aide sont des États dont le niveau du PIB n'atteint pas un certain seuil qui est défini au sein de l'Organisation de coopération pour le développement économique, l'OCDE. L'aide au développement, elle est très marquée idéologiquement et politiquement par l'idéologie et la politique qui est en vigueur par le pays donateur. Et les ODD, qui sont les successeurs des objectifs du millénaire pour le développement, qui ont été créés au début des années 2000, dans la même institution de coopération internationale que sont les Nations Unies, ont pour objectif de donner un cadre politique, un référentiel commun à l'ensemble des pays qui s'investissent dans l'aide au développement de pays en voie de développement de pays tiers. Voilà concrètement quel est le lien entre les objectifs de développement durable et la coopération internationale. C'est à travers, très exactement, l'aide au développement. Ça marche. Merci Alexandre. Je rebondis sur le contexte plus général de pourquoi est-ce que aujourd'hui les États et les organisations, elles ont envie, elles ont besoin et elles ont en priorité de devoir s'engager dans des actions de développement durable. Alors moi, ce que je vois dans les entreprises, c'est qu'il y a de plus en plus de réglementations, notamment dues aux crises sociales et économiques, qui du coup amènent les gouvernements à se positionner, à demander aux entreprises de rendre compte, et les organisations plus globalement, de rendre compte et d'être en conformité avec les lois portant sur la mesure d'impact, notamment social, et la mesure d'impact environnemental. Tout ce qui est nouvelles technologies et rapidité de l'information aussi. Aujourd'hui, on a aussi rapidement une information en cherchant sur Internet qu'en appelant l'entreprise et en lui posant la question. Donc, il y a un vrai enjeu de comment est-ce que je communique, qu'est-ce que je communique, tant pour mes clients que pour mes consommateurs finaux, que aussi pour mes futurs potentiels candidats. Parce qu'on sait que c'est un sujet aussi aujourd'hui et qu'on est de plus en plus, je m'inclus dedans, à vouloir travailler dans des organisations justement plus solidaires et plus engagées sur ces impacts sociaux, environnementaux, de manière générale. Troisième facteur, la prise en compte, la prise de conscience environnementale au sein de la société, où
la société, de manière générale, en tant que client, consommateur et candidat, justement, ont une attente sur la prise en compte de ces enjeux environnementaux. Et du coup, ça a développé plein de nouvelles façons, finalement, de faire du business dans les entreprises, mais aussi d'aborder cette question environnementale dans les organisations et même dans les institutions publiques, parce qu'il y a aussi des choses à faire là-dessus. Autre facteur, recherche de nouveaux relais de croissance. On commence à imaginer d'autres façons de faire en termes d'économie de la fonctionnalité, donc de louer plutôt qu'acheter, par exemple. De la croissance verte, voilà, d'aller chercher des nouvelles choses, des nouvelles façons de faire et du coup, le développement durable là-dessus peut être assez intéressant, et donc c'est un facteur qui les pousse à s'engager là-dedans. Accélération de la mondialisation, bien sûr. Alors, je vous ai mis achats responsables et travail avec les fournisseurs et ONG. Aujourd'hui, les entreprises et les organisations, elles travaillent avec une multiplicité de parties prenantes qui sont dans des pays différents, qui ont des contextes sanitaires, sociaux, sociétaux, environnementaux différents. Donc, il y a un enjeu de prendre en compte les impacts aussi qu'ils ont dans d'autres pays, avec leurs fournisseurs à travers les achats responsables, et avec les ONG aussi, qui ont eu leur rôle à jouer dans la mise en place de la RSE finalement, parce qu'elles connaissaient bien l'international et elles ont aidé lors de la mondialisation, elles ont aidé certaines entreprises à mieux comprendre le contexte du pays pour arriver à s'y faire le mieux, quoi, à s'y installer le mieux. Et enfin, nouvelle attente des générations Y, Z, avec cet enjeu de bien-être au travail qui est de plus en plus présent et qui fait partie du développement durable, vu qu'il y a de l'impact social, mais aussi, du coup, pour les candidats, comme je l'ai dit. Tout ce qui est lutte contre la pauvreté vient aussi ajouter un facteur supplémentaire. Je laisse Alexandre peut-être nous dire un mot plus Oui, spécifique. bien sûr. Les objectifs de développement durable sont au nombre de 17. Les objectifs du millénaire pour le développement étaient au nombre de 8. Ce qui est commun à l'ensemble de ces indicateurs dans le cadre de l'aide au développement, c'est la lutte contre la pauvreté. La lutte contre la pauvreté au niveau mondial, on peut le dire simplement, entre les pays du Nord, voire du bloc occidental, et les pays du Sud, mais également la réduction des inégalités au sein des pays, notamment par faciliter l'accès aux services de base que sont la santé, l'éducation, la nourriture, l'eau. L'ensemble des objectifs de développement durable se focalisent autour de ces enjeux et s'en rajoutent d'autres qu'on pourrait qualifier plus de biens publics mondiaux, que sont la préservation des océans, la lutte contre le changement climatique, etc. Pour aller plus loin dans le contexte, sans rentrer trop dans le détail pour pouvoir parler après d'autres éléments et répondre aussi à vos questions, une petite vision générale sur les normes et les réglementations qui existent aujourd'hui. Je trouve que c'est un réel enjeu pour les organisations d'être en conformité avec ces lois. Donc je vous en ai mis certaines, en tout cas les plus connues et les plus générales qui s'appliquent à un plus grand nombre d'entreprises. Donc les lois Sapin 2 en lien aussi avec la lutte contre la corruption, qui est un sujet phare, notamment quand on travaille d'ailleurs avec l'international. Le devoir de vigilance, où là on va aller regarder ce qui se passe chez nos sous-traitants, qui va poser la vraie question du périmètre de responsabilité. Et ça, en RSE, c'est une question clé. C'est-à-dire jusqu'où je vais dans la réduction de mes impacts. Est-ce que je vais jusqu'à mon sous-traitant ou au sous-traitant de mon sous-traitant ou au sous-traitant du sous-traitant de mon sous-traitant? Voilà, il y a cette logique de périmètre qui est interrogée et qui est un peu clarifiée à travers cette norme du devoir de vigilance. RGPD, Règlement général pour la protection des données. Peut-être que vous en avez entendu parler. Si vous n'en avez pas entendu parler, vous avez certainement reçu plein de mails en vous demandant de certifier que vous êtes bien inscrit à telle newsletter ou que des règlements généraux ont été adaptés dans certaines entreprises avec qui vous avez des contrats, typiquement les fournisseurs d'électricité ou autres. C'est un enjeu aussi en RSE, parce que ça touche à la protection du consommateur, et là, vous l'avez dit dans le chat, ça fait partie aussi du développement durable et du coup de la RSE. Et puis, la déclaration de performance extra-financière aussi, qui a été un des grands sujets là des 2 années dernières, et qui oblige les entreprises à rendre compte non pas seulement sur leurs impacts financiers, mais d'arriver à mesurer leurs impacts sociaux et environnementaux. Et ça, c'est un sujet. Comment est-ce que j'arrive à suivre des indicateurs là-dessus
On en reparlera peut-être un peu plus loin également. Enfin, la loi Pacte, qui est une loi qui a permis de permettre aux entreprises plutôt, de réfléchir à leur raison d'être, et d'inclure du coup au sein de leur business model, non seulement juste une production, de services ou de produits d'ailleurs, mais aussi une vraie raison d'être sociétale, et de réfléchir à leur valeur ajoutée, sur la société. Ah, il y a des limites bien sûr, hein, dans l'application de ces normes et pour moi d'ailleurs la RSE, c'est pas seulement l'application de ces normes, mais c'est aussi aller plus loin et c'est pour ça que je vous propose, de regarder plus précisément ce qui se passe dans les référentiels en RSE, en développement durable et en coopération internationale. Avant d'aller, plus loin, il y a une question qui a été, posée me semble-t-il. Je veux bien peut-être, Oui. que Oui, Alice, il y a effectivement eu quelques questions déjà dans cette première partie, donc je vais vous en faire part. Donc, notamment une question sur les ODD, mais ça, du coup, sera abordé dans la partie suivante, donc on y reviendra ensuite. Il y avait des questions sur, voilà, est-ce qu'il y a un schéma méthodologique pour appliquer la RSE en entreprise, mais je pense qu'on y reviendra aussi également vers la fin, j'imagine. Voilà, est-ce qu'il y a un schéma pour appliquer la RSE en entreprise? Quelles sont les grandes étapes? Notamment par rapport à ce qui était abordé dans la première partie, pourquoi prendre le PIB comme indicateur de bénéficiaire? Il y avait comme question. Oui, déjà c'est une erreur. C'était le PIB, maintenant c'est le RNB, mais c'est juste un autre indicateur qui calcule la même chose, le développement économique d'un pays. Pourquoi? Parce que l'idéologie de base de l'aide au développement, c'est avant tout un développement économique, pour une plus grande coopération économique entre les pays qui composent notre planète. Alors pourquoi est-ce que l'aide au développement est-elle marquée de cet indicateur, cette valeur uniquement économique, voire mercantile? Eh bien, tout simplement parce que ça a des origines historiques qui remontent à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand l'aide au développement a été créée, pas par n'importe quel pays, par les Nations Unies, par les États-Unis, pour aider avant tout les pays de leur précaré, c'est-à-dire l'Amérique latine et l'Amérique du Sud, et également aider l'Europe à la reconstruction. Si vous voulez en savoir plus, je vous recommande de lire un excellent livre que je vais vous mettre dans le lien, dans le chat, qui s'appelle L'aide publique au développement, histoire d'une croyance occidentale, ou sinon à suivre mon cours. Voilà. Merci beaucoup. Il y avait une dernière question, là aussi je pense qu'on sera peut-être abordé dans un second temps, de la part d'une personne qui est directeur de la RSE d'un grand groupe et consultant en RSE et qui demande voilà, comment entraîner les PME, surtout dans le contexte actuel où on appuie beaucoup sur la crise sanitaire économique actuelle. Donc comment pouvons-nous entraîner les PME? Ça marche. Je vais répondre du coup aux 2 questions là sur le côté schéma global et puis, comment embarquer les paiements, ou en tout cas répondre, vous donner des premières billes, déjà. Alors c'est vrai que dans la crise sanitaire là qu'on vit aujourd'hui, où en fait la première préoccupation, on dit souvent que c'est, l'économique, on a besoin de survivre en tant qu'entreprise. Ce qui a été montré, c'est que les entreprises qui ont été les plus résilientes, les plus réactives et les plus, en adaptation finalement, ont été plutôt celles qui, ont déjà des démarches RSE, abouties. Plusieurs, grilles d'analyse de ça. La première, c'est, le côté, dialogue avec leurs parties prenantes. C'est-à-dire quand on fait de la RSE, notre but, c'est de répondre aux attentes de nos parties prenantes, à travers nos produits, nos services, mais aussi nos interactions de manière plus générale, ou des partenariats de manière plus générale. Donc quand la crise, sanitaire, c'était déjà il y a 1 an, tout à fait, a commencé, les entreprises qui avaient un bon lien, une bonne connaissance des attentes de leurs clients, de leurs consommateurs, elles ont pu s'adapter beaucoup plus facilement. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, les entreprises qui sont concentrées un peu sur le bien-être au travail, la flexibilité au travail, le télétravail, qui sont quand même des enjeux qui existaient avant la crise sanitaire, hein, donc c'est une belle opportunité, de regarder encore plus, ce qu'on peut faire sur ces 2 enjeux-là. Mais elles ont eu plus de facilité aussi à passer à du 100% distanciel.
Donc, c'est un peu la première réponse que je donne en général aux entreprises qui ne sont pas complètement convaincues. Je dis attention, la RSE, c'est aussi un moyen de connaître les transformations de demain, de s'adapter le plus rapidement possible aux attentes de nos parties prenantes parce qu'on est en lien régulièrement avec elles, de connaître aussi nos impacts sociaux et nos impacts environnementaux et du coup les risques qui peuvent représenter si on ne met pas des actions en face. Alors après, il y a toujours la question de ouais, mais bon, nous, on est une entreprise, hein, notre but, c'est pas de donner de l'argent aux associations, par exemple, à foison. Là, je rejoins et il y a 2 concepts qui me semblent très importants à dissocier. Il y a le côté charité, donc je regarde seulement mon impact social ou mon impact environnemental. Et il y a vraiment ce que la RSE propose. Et le but de la RSE, c'est d'avoir des actions qui vous permettent de limiter vos impacts négatifs et de valoriser, on va dire, ou d'aller encore plus loin dans vos impacts positifs, tout en gardant un lien avec vos enjeux et vos objectifs stratégiques. Donc, le but, c'est pas de perdre de l'argent, si je peux le dire comme ça. Ou en tout cas, pas perdre de la valeur économique, vu que c'est bien les 3 en même temps. Donc ça, c'est le deuxième aspect de répondre à la question. Alors après, comment embarquer les PME? Le côté convaincre là, avec ces 2 éléments, moi en tout cas, c'est là-dessus que je me base. Et puis après, je leur montre aussi qu'il y a déjà plein de choses qu'ils font aujourd'hui et qui est de la RSE. Et ça, je trouve que c'est important aussi de se dire que c'est pas tout réinventer, il y a aussi plein de choses que l'on fait. Je continue en embrayant sur la question qui a été posée sur les étapes, parce que ça va bien en lien avec la suite. Donc moi, quand j'accompagne des entreprises en RSE, la première chose qu'on fait, c'est l'analyse de ce qui existe déjà. Pour regarder où ils en sont, pour essayer d'évaluer aussi des impacts et pourquoi pas des risques, parce qu'on se rend compte qu'il y a des thématiques qui ne sont pas du tout abordées. Et pour ce faire, on s'appuie sur des référentiels particuliers. Une fois qu'on a fait ça, on va dialoguer avec nos parties prenantes. Donc, on va leur parler, les appeler, leur envoyer des questionnaires, etc. On va identifier nos enjeux, nos objectifs stratégiques et du coup des projets qui permettent de répondre aux 2. Je vous donnerai des exemples peut-être par la suite. Et puis ensuite, on va essayer de mettre en place ces projets et de mesurer l'impact des projets. Je vous l'ai fait de manière générale. Je vous propose d'aller sur justement les référentiels pour regarder un peu ce qui existe ou les normes du moment. Je vous en ai mis 4 sur lesquels on va un peu discuter et je vous propose de répondre au sondage qui est en train de se lancer. Lesquels connaissez-vous donc en termes de normes ou de référentiels, enfin de normes ou de démarches actuelles? J'espère que vous voyez bien tous le sondage. On voit les résultats en live. Ok. Alors, sur ce premier sondage, de quoi avez-vous entendu parler? On a une grande proportion des personnes ici donc qui ont entendu parler des accords de Paris avec la COP 21. Donc, bien sûr, ce système de COP qui réunit finalement des experts et les États pour se mettre d'accord sur ce qu'on veut faire de manière commune, notamment sur les aspects environnementaux. L'ISO 26000 un petit peu aussi et les objectifs du développement durable. Je ferme les votes pour que vous puissiez voir les résultats. Et du coup, j'enchaîne avec les objectifs du développement durable. On va vous proposer de vous les présenter rapidement. Encore une fois, vous aurez la documentation et vous pourrez aller plus loin par ailleurs. Il y a un autre sondage qui a été lancé. Vous aurez l'occasion d'y répondre aussi juste après. Un petit mot rapidement du coup sur les ODD qui est utilisé en entreprise aussi comme un référentiel qui a été plutôt un référentiel commun. Je laisse plutôt Alexandre commencer à en parler Oui. de manière plus générale. Merci. Bon, merci Alice. Alors, les ODD, on
on a déjà presque tout dit, hein, ce sont des objectifs communs à l'ensemble des pays membres de l'enceinte des Nations Unies. Et dans le cadre de l'aide au développement, ce sont des axes d'intervention. L'ensemble des programmes qui sont mis en œuvre dans l'aide au développement, dans le cadre de la coopération internationale, doivent contribuer à un de ces 17 objectifs. C'est avant tout, et c'est comme ça qu'il faut le comprendre, comme une déclaration d'intérêt, une vision que se sont fixés les grands bailleurs de l'aide internationale ou les grands bailleurs de la finance de l'économie mondiale. Ce sont une vision car il est peu probable que tous puissent être atteints. C'était déjà le cas lorsque les premiers objectifs mondiaux ont été fixés, les OMD, au début des années 2000. Dès qu'ils ont été publiés, les chercheurs ont rapidement produit des études qui expliquaient comment certains OMD, comme par exemple l'éducation pour tous, étaient inatteignables compte tenu des volumes financiers qu'il y avait dans l'aide au développement. Si on regardait le nombre de personnes à scolariser sur le continent africain, par exemple, et le volume de financement dédié à l'éducation, on voyait bien qu'il était tout simplement impossible de former suffisamment de professeurs pour que l'ensemble des enfants, adolescents, jeunes adultes devant être scolarisés ou bénéficier d'une éducation, d'une formation, puissent l'être. Ben, il en va un peu pareil des objectifs de développement durable, même si ceux-ci sont un peu plus réalistes et plus diversifiés, car les OMD étaient surtout ciblés sur la réduction de la pauvreté. Dans les ODD, on a toujours la réduction de la pauvreté, toujours la réduction des inégalités entre pays riches, pays pauvres, pays moyennement avancés, et réduction des inégalités dans les pays, qu'ils soient riches ou pauvres, et réduction des inégalités de genre, hommes-femmes. À cette réduction des inégalités, on a également ajouté la dimension, et c'est là où on trouve le sens du mot développement durable, la dimension bien public mondial, avec par exemple la préservation des océans, la qualité des océans, la préservation de l'air, la préservation du climat. Donc l'ensemble de ces indicateurs, c'est une direction à laquelle les grandes agences les grandes agences d'aide internationale qui gèrent l'argent pour l'aide internationale sont obligées d'expliquer comment les activités qu'ils mettent en œuvre contribuent à l'atteinte de ces indicateurs et comment elles-mêmes, en tant qu'entreprise, elles répondent à ces objectifs. Voilà. Alice ? Pour rebondir sur ce qui a été dit, j'ai mis quelques chiffres dans le support parce que je trouve que c'est intéressant et ça répond aussi un peu à cette logique de en quoi est-ce que le développement durable et finalement les ODD peuvent être utiles aussi pour le côté entreprise et comment aujourd'hui ils sont mis en place. Donc il y a le Global Compact qui est une initiative lancée par les Nations Unies qui a des adhérents du coup qui a fait une petite étude et qui dit qu'il y a 95% des entreprises françaises qui déclarent connaître les ODD. Alors après, est-ce qu'ils les utilisent ou pas, on ne sait pas. Et puis ça fait partie des entreprises qui sont adhérentes au Global Compact, donc elles connaissent un peu le côté RSE. 80% qui les priorisent, donc qui se demandent comment je peux les utiliser en termes de priorisation. Et puis 60% qui mettent des choses en œuvre sur leurs objectifs prioritaires. Deuxième slide de chiffres. Il y a un rapport qui a mis en avant à quel point est-ce que les ODD peuvent être une opportunité économique, donc dans les entreprises, mais aussi dans l'ensemble des organisations et gouvernements également. Et parle par exemple de l'ODD numéro 5 là, sur l'égalité entre les sexes, donc qui entraînerait une variation potentielle du PIB et en fait, dans les entreprises, qui crée aussi de la valeur économique à prendre en compte. Voilà, ça apporte un peu un complément là-dessus. Je te laisse continuer. Oui, et je réagis à une question. Je regardais sur un participant qui nous interpellait, Alice, si en tant que professionnel, on remarquait un engouement ou un changement important des prises de conscience de ces enjeux ces dernières années. Alors pour ce qui est de l'aide au développement, et ça me permet de rejoindre la présentation, la diapo, personnellement, oui, je le constate, mais
tout simplement parce que ces ODD, c'est là le principal intérêt de l'exercice, d'avoir fixé des indicateurs qui sont très généraux, qui sont très globaux, qui sont difficilement atteignables, comme je le disais, mais qui fixent un cap, une vision, et en faisant la promotion, en parlant à l'échelle internationale, ces objectifs et surtout les préoccupations qu'il y a derrière ces objectifs. Donc, on parlait de l'égalité genre, la préservation, la réduction de la pauvreté, etc., imprègnent le discours des professionnels, imprègnent le discours des bénéficiaires, imprègnent le discours de la société civile. Et à partir du moment où des objectifs politiques, comme le sont ceux des ODD, réussissent à investir le champ du discours public, la discussion entre les gens, réussissent à investir le débat public, et ben vient dans un deuxième temps, une deuxième étape, un changement de pratique à plus grande échelle. Et ce gap entre le discours et le changement de pratique, il est long, il est lent, et vous pouvez l'apprécier à l'échelle individuelle. Il est dur, personnellement, de changer d'habitude. Quand on a fait pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans de cette manière, accepter de renier une façon de faire pour faire d'une autre façon, pour améliorer sa pratique, ce n'est pas facile. Tout comme arrêter de fumer, par exemple, ce n'est pas facile. En tant qu'ancien fumeur, je vous le dis. Donc voilà, c'est cette même difficulté qu'on retrouve à l'échelle internationale et dans les milieux professionnels. Pour revenir sur la diapo autour de laquelle nous sommes, l'aide au développement, comme tout projet de coopération internationale, a pour objectif d'infléchir le fonctionnement des États partenaires. Et les ODD, en ce sens, sont des marqueurs de l'idéologie que les banquiers, que les banquières, avec des guillemets, que les financeurs de l'aide internationale, de l'économie internationale ont actuellement. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de préoccupations dans ces ODD qui sont liées au changement climatique, à la qualité du vivre ensemble à l'échelle planétaire. Cependant, ce n'était pas du tout les préoccupations quand l'aide au développement a été créée au lendemain des indépendances, donc dans les années 60. Là, on était plutôt dans un contexte de guerre froide et où on avait deux grands blocs qui cherchaient à étendre leur domination. Donc, on était plutôt marqué dans l'aide au développement que nous connaissons aujourd'hui, qui est l'héritière de l'aide au développement promue par le bloc occidental. On avait plutôt un aide au développement vraiment axé sur le renforcement des États pour qu'ils deviennent des partenaires économiques assez rapidement. Avec la chute de l'Union soviétique et l'ouverture du mur de Berlin, dans les années 90, l'aide au développement est rentrée dans un tout autre paradigme et elle s'est un peu cherchée. Là, on a plutôt orienté l'aide au développement vers une recherche de démocratisation des politiques publiques, une démocratisation du débat politique et des acteurs politiques dans les pays bénéficiaires de l'aide au développement. Et c'est là que tous les grands programmes de soutien à la société civile se sont amorcés, se sont mis en place. C'est aussi l'année de l'essor des grandes ONG de plaidoyer, d'advocacy, qui développent des réseaux dans les pays en voie de développement. Mais ces années 90, avec le changement du contexte politique à l'échelle internationale, c'est aussi coïncide avec une fatigue de l'aide. Alice, il est possible de passer sur la diapo suivante, s'il te plaît. Merci. Comme vous le voyez ici, sur ce schéma que je vous ai mis, qu'on retrouve facilement sur le site de l'OCDE ou sur le site de l'AFD, l'Agence française de développement, vous voyez la courbe noire, c'est le pourcentage de revenu national brut que les pays comme la France contribuent à l'aide au développement. Et vous voyez qu'il, depuis son début et le début de son calcul, il ne fait que descendre. Et dans les années 90, il a atteint son pic le plus bas parce ce n'était plus un outil politique aussi stratégique qu'il pouvait l'être avant la chute de l'Union soviétique. Ce qui a permis de relancer l'aide au développement, c'est la définition des OMD, puis la définition des ODD qui ont à nouveau donné un cap, un horizon à atteindre, un idéal pour lequel se battre, pour lequel s'investir, pour lequel investir de l'argent public qui sont effectivement issus de nos impôts pour répondre
à un commentaire qui a été dit dans le chat. C'est ce qui a permis de fixer un nouveau marqueur politique pour pouvoir relancer cette aide au développement. Voilà. Alice? Je rebondis aussi sur ce que tu dis sur le côté, finalement, les ODD, ils ont permis de donner un sens, donner un cap. En RSE, que ce soit n'importe quel référentiel, je trouve qu'il y a un enjeu d'arriver à donner du sens à la RSE, à donner du sens à du développement durable. Et ça me permet aussi de faire le lien avec vos questions sur comment est-ce qu'on fait en sorte qu'il y ait des démarches qui soient engagées, etc., qu'on aille plus loin que le greenwashing. Donc, je ferai un petit mot aussi là-dessus. Mais globalement, les entreprises, pour mettre en place des actions pour avoir moins d'impact négatif et plus d'impact positif, il faut qu'elles y voient du sens, quoi. Et donc, pour ça, c'est mon métier en tant que consultant. Ça peut être le métier de toutes les personnes qui ont envie de s'engager sur des postes du type chargé de RSE, pourquoi pas, ou directeur RSE. Mais qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que ça me permet de faire de plus au sein de mon entreprise? Et ça, je pense que c'est important de ne pas oublier ça et pas de tomber dans une logique de dire c'est la règle. Parce que oui, c'est la règle, donc ça serait bien peut-être que ce soit obligatoire pour tous. Et encore, je ne sais pas, parce que si c'est obligatoire et que ça ne crée pas de valeur plus que ça pour l'entreprise, est-ce que ça a un vrai intérêt, quoi? Je suis un peu enfin voilà, je suis un peu stricte dans ce que je dis là comme ça, mais je pense que c'est important aussi de le garder en tête. Pour répondre à cet aspect greenwashing, je rejoins en partie qu'en effet, beaucoup d'entreprises surfent sur cette vague du greenwashing. Alors, on appelle aussi maintenant, on entend parler du social washing. C'est sûr que c'est une vague et c'est sûr que c'est un argument marketing. Gardons en tête dans la définition du greenwashing qu'il y a ce côté trompeur, mensonger. Donc, il y a une règle en France qui régule ce côté greenwashing. Normalement, on n'a pas le droit, en effet, de communiquer sur quelque chose qui est faux. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose sur l'aspect greenwashing aussi, c'est que, de mon avis, la vraie question, c'est pas tant est-ce qu'ils le font pour se donner une bonne image ou pas? Parce que finalement, s'ils le font pour se donner une bonne image, pourquoi pas? Au moins, ils y trouvent leur compte, mais ils réduisent leurs impacts. Vous voyez ce que je veux dire? Et en plus, ils en créent de nouveaux qui sont positifs. Donc en fait, si leur intérêt profond derrière qu'ils ont, c'est pas qu'ils le font de bonne foi, mais qu'ils le font pour avoir une bonne image, enfin, je veux dire, moi, j'ai rien contre ça. La vraie question, par contre, que j'essaie de poser aux entreprises, c'est plutôt où est-ce que vous agissez en RSE? Parce que quand vous êtes une banque qui investissez dans des entreprises qui ont un impact environnemental hyper fort ou qui font rien pour changer leurs pratiques, et que en termes de RSE, vous réduisez le papier, vous mettez des cendriers dans votre cour du siège. Enfin, où est l'impact, quoi? Votre impact, c'est plus sur les investissements que sur la réduction du papier. Donc pour moi, la question, c'est plutôt ça, c'est est-ce que l'entreprise, elle agit là où elle a réellement un impact ou pas? Et en même temps, je contrebalance avec quand même la stratégie des petits pas, qui me semble important et je fais le lien avec ce qu'Alexandre disait aussi, on ne peut pas tout changer du jour au lendemain. En termes de projets RSE que j'ai pu accompagner, des ambassadeurs RSE. Donc, une fois qu'ils ont fixé leur stratégie, là, avec les quelques étapes que je vous ai rapidement dites, ils forment des ambassadeurs en interne qui sont au courant de la stratégie et qui mettent en place des actions. Donc, ce n'est pas un nouveau métier, si je peux répondre aussi à la question qui a été posée sur les nouveaux métiers, parce que c'est une casquette supplémentaire qu'on peut prendre. Donc, c'est-à-dire que je suis ingénieur ou je bosse dans recherche et développement. Bah, hop, je peux être aussi ambassadeur RSE et mettre des actions en place dans mon quotidien. Et en fait, la grande difficulté, eux, qu'ils rencontrent, c'est que c'est difficile de faire changer les comportements aussi de tous les gens. Donc, pas seulement ce que les dirigeants pensent, mais aussi de faire en sorte de changer le collectif, quoi. Et du coup, finalement, juste en faisant un petit pas, en disant je mets des cendriers et je récupère les cigarettes de tous mes employés qui fument, et ben finalement, c'est déjà un premier petit pas qui va sensibiliser aussi les autres et qui fera qu'on va arriver après à faire des grandes actions. Voilà, en tout cas, moi, l'avis que j'ai sur l'aspect greenwashing. Je ne sais pas si ça répond à toutes les questions. En tout cas, c'est sûr que c'est un risque. C'est aussi pour ça que moi, je m'engage plutôt à encourager et à trouver les avantages de la RSE plutôt que d'être que sur « il faut des normes et il faut des règles ».
parce que ça ne suffit pas à une entreprise qui ne croit pas en la RSE. Même s'il y a des règles, croyez-moi, elle fera tout pour essayer d'éviter de s'y mettre de trop, on va dire. Et en plus, j'ai vraiment plein d'exemples d'actions RSE qui peuvent exister et que les entreprises mettent en place et qui ont de l'impact, et pour leur stratégie et pour leur impact sociaux et environnementaux. Tout ce qui est mécénat de compétences, ça s'est énormément développé, et ça crée du sens. Et les gens ont besoin de sens. Donc j'ai 7 jours dans l'année où je peux aller bosser pour une association qui me plaît. Voilà, l'entreprise, elle gagne pas d'argent là-dessus. Par contre, elle gagne des employés qui voient du sens dans ce qu'ils font, qui font des liens, qui apprennent de nouvelles choses, qui sont motivés. Donc ça fait quand même plusieurs enjeux stratégiques là-dedans. Donc ça, pour moi, c'est typiquement une action qui peut exister. Voilà, je sais pas, il y a peut-être d'autres éléments, tout ce qui est gestion des déchets, d'arriver à les revaloriser, à les revendre ou à les donner. Pareil, réduction des coûts. On ne va pas en vouloir aux entreprises de mettre des choses en place qui leur permettent de réduire leurs coûts, quoi. Tant mieux qu'elles arrivent en plus à réduire leurs coûts, en plus d'avoir de l'impact. Je veux bien que peut-être Aurélie, parce que le temps passe, je veux bien que Aurélie, tu me reprennes la parole peut-être pour me poser quelques questions et puis je verrai si on arrive à mettre nos slides avec Alexandre pour y répondre. Oui, merci Alice, merci pour toutes vos questions. Effectivement, il est déjà bientôt 12h20. Ça passe vite, mais c'est une large question. On a vu pas mal d'éléments. Merci pour tes réponses sur le greenwashing, puisqu'évidemment, maintenant, on entend RSE, c'est greenwashing va presque avec, alors que d'autres modèles alternatifs se font également, comme les entreprises à mission. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, comme l'exemple de Danone? Ouais, c'est une bonne question. Alors ça a été aussi un peu critiqué, hein, le côté entreprise à mission, comme d'habitude. C'est juste quelque chose qu'on met dans son statut, mais qu'est-ce qu'on en fait derrière? Bon, c'est la même chose quand on parle de greenwashing, hein, finalement, qu'est-ce qui est réellement mis en place? Moi, de ce que j'ai pu en voir, je trouve que c'est assez intéressant, rien que dans le questionnement. Et quand je travaille sur la RSE, je travaille aussi sur les questions de diversité, par exemple. À partir du moment où l'entreprise, elle se pose des questions et des vraies questions, moi, j'ai déjà l'impression d'avoir fait avancer, quoi. Et du coup, sur l'entreprise à mission, j'ai un peu la même idée. Je trouve que c'est important que l'entreprise, elle se re-questionne sur finalement, c'est quoi ma raison d'être? Qu'est-ce qui fait que j'existe? Qu'est-ce que j'apporte au monde? Et qu'est-ce que j'apporte au monde au-delà de juste mon yaourt, quand je m'appelle Danone, par exemple, pour aller un peu plus loin que ça. Je trouve que c'est aussi intéressant parce que ça permet de re-questionner la logique des valeurs. On a parlé du cap, qui peut être apporté par les ODD, par cette raison d'être aussi, c'est nous, quoi. Mais nous, c'est aussi défini en tant qu'entreprise par les valeurs qu'on prône. Du coup, et ces valeurs, comment on les nomme et comment on fait que ça devienne des comportements qui sont appliqués au quotidien par l'ensemble de nos collaborateurs. Et je me permets de faire le lien aussi pour compléter ma réponse sur les nouveaux métiers liés à la RSE. Donc, il y a les chargés de RSE, en effet, ou les directeurs RSE. Il y a aussi tous les chargés de mission. Du coup, je suis chargée de mission environnement, chargée de mission diversité. On décline en fait l'ensemble des thématiques de la RSE. Donc, je vous le mets juste pour info dans l'ISO 26000. Oh, merde, pardon. J'ai enlevé le support, si on peut le remettre, pardon. Donc voilà, chargé de mission droit humain, chargé de mission relations et conditions de travail, c'est des postes qui se sont développés. Mais il y a aussi tous des postes ambassadeurs, donc transversaux. Et en fait, la vision optimale de la RSE, comme la vision optimale d'une entreprise à mission, c'est que la RSE, ce ne soit pas un poste. En tout cas, moi, c'est ma vision des choses. C'est que ce soit dans toutes les directions de l'entreprise, que ce soit disséminé, quoi. Donc, en RH, on n'est pas une seule personne qui soit chargée de mission diversité, mais que toutes les personnes, elles sachent mener des projets de diversité, elles sachent faire des choses là-dessus. Voilà, après, ça n'empêche pas d'avoir, bien sûr, des missions spécifiques RSE. Et je pense que c'est important pour coordonner les actions, coordonner les acteurs, prendre du recul. Alexandre, tu avais quelque chose à ajouter peut-être? Non, je t'en prie, continue. Vas-y, enchaîne. Est-ce qu'il y avait d'autres questions que je peux... Oui, moi j'ai une question sur la pollution numérique, notamment. Ouais. C'est un vrai sujet, je suis d'accord, et ça me permet de basculer juste pour vous montrer là-dessus, parce qu'on a fait un petit travail avec Alexandre sur finalement c'est quoi les enjeux de demain. Et vous avez répondu également au sondage.
Donc là, normalement, vous avez les résultats qui s'affichent. Vous êtes beaucoup à parler du coup de ce côté mesure d'impact, prise en compte aussi des enjeux environnementaux et intégrer les parties prenantes. C'est les 3 enjeux qui ressortent. Nous, on a identifié aussi, bien sûr, les autres enjeux. Et du coup, pour répondre à la pollution numérique, c'est un peu notre deuxième point. On parle intelligence artificielle et big data. Je vous ai donné l'exemple d'une banque qui dit bah, alors moi, j'ai réduit le papier, j'ai fait plein de trucs en termes de RSE. Et en fait, on sait aujourd'hui que la pollution numérique, c'est aussi important en termes d'impact environnemental que le papier. La difficulté que les gens aujourd'hui rencontrent et que les entreprises rencontrent, c'est que c'est encore difficile de le mesurer. Et c'est facile en fait de mesurer des tonnes de papier. Quand on est sur de la pollution numérique, il y a d'autres indicateurs qui entrent en jeu et des indicateurs sur lesquels les personnes chargées de RSE n'ont pas forcément de compétences, parce que c'est assez spécifique, c'est assez technologique. Et c'est là, je pense, où on attend, où l'enjeu de demain, justement, c'est de former des gens qui ont cette conscience développement durable, RSE, organisation plus solidaire, coopération internationale, tout ça, et des compétences un peu plus techniques, notamment, pourquoi pas, sur tout ce qui est numérique, tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est big data. Je sais qu'à Nicomac, là, on est en lien avec une chercheuse qui va travailler avec nous pendant 3 ans pour faire des liens entre management et intelligence artificielle et RSE et intelligence artificielle. Et je suis sûre qu'il y a plein de choses à faire, justement, pour améliorer la mesure, notamment, vu que c'est un enjeu aussi qui ressort. En coopération internationale, je ne sais pas comment ça se traduit. Je sais pas si tu veux... Si je regarde les enjeux qui ont été listés dans le sondage, en coopération internationale, la mesure d'impact, c'est quelque chose dont on parle depuis que ça a été créé, car on se demande, enfin, dans l'aide au développement, à quoi ça sert. 50 ans, 60 ans d'aide au développement et on est toujours là-dedans. Donc, quel est l'impact de tout cet argent qu'on dépense? L'aide au développement, c'est une des politiques publiques qui est le plus évaluée. Et notamment pas seulement en France, mais également à l'échelle européenne, dans tous les principaux pays donateurs. Si votre métier c'est évaluateur de politique publique, il est très probable que vous allez être amené très rapidement à devoir évaluer un programme, un projet qui est en lien avec l'aide au développement. Donc maintenant, ce qu'on a intégré dans la mesure d'impact, c'est également des impacts qui sont en lien avec les objectifs du développement durable. Je prendrai le cas, par exemple, de la GATE, la coopération technique allemande, donc l'agence gouvernementale allemande qui gère l'aide publique au développement du gouvernement fédéral allemand. Un de ses indicateurs d'impact, c'est d'expliquer, de mesurer quels sont les gaz, quelle réduction de gaz à effet de serre elle a réussi à mettre en œuvre dans l'exécution de ces différents programmes. Et ainsi, l'objectif de l'entreprise, c'est de pouvoir mesurer son impact en tant qu'entreprise par rapport à la réduction des gaz à effet de serre, qui est un des objectifs de développement durable. L'intégration des parties prenantes, c'est la règle dans tout projet de développement et qui veut pouvoir tenir la route. Ça fait longtemps que c'est déjà le cas. Prendre en compte le risque environnemental, je ne suis pas certain que ce soit un des marqueurs les plus importants, mais je ne serais pas étonné qu'il y ait des indicateurs à ce niveau-là pour les agences gouvernementales. Le télétravail et la flexibilité au travail, depuis la crise Covid qu'on connaît depuis 1 an maintenant, c'est devenu effectivement la norme pour pouvoir continuer à fonctionner. Et par contre, la marque employeur, alors ça, c'est un grand débat entre les agences de coopération. Certaines la revendiquent, d'autres au contraire font tout pour se masquer parce que derrière plus on revendique la marque du savoir-faire de l'agence qui intervient, moins l'appropriation par les bénéficiaires de ce qui est mis en œuvre est importante. Donc c'est un sujet de débat. Certaines agences sont très fortes là-dedans, d'autres non. Personnellement, je promeus le non, et c'est libre à chacun. Merci Alexandre là-dessus. On vous a mis du coup le support en libre accès que vous pouvez télécharger. Vous voyez qu'il y a des petits éléments gris qui vous emmènent sur des articles qui peuvent être intéressants. Ça peut vous permettre aussi
d'aller plus loin. Moi, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais aussi, Alexandre, et faire le lien avec le côté organisation solidaire, que finalement, tous ces enjeux-là qu'on vous a mis là dans les 3 slides, et tout ce dont on a discuté aussi aujourd'hui, elle a pour moi, comme élément clé, c'est, le dialogue les uns avec les autres et l'envie de mettre des actions en œuvre, pour coopérer. Et c'est là où on peut lier coopération internationale, développement durable, RSE et organisation plus solidaire. C'est aussi pour répondre à l'objectif ODD des partenariats pour un développement durable, c'est s'allier et faire des choses ensemble pour aller plus loin. Et en termes même d'action RSE, moi, j'encourage les entreprises à aller interroger leurs fournisseurs sur c'est quoi vos enjeux, vous, demain. Est-ce que vous avez aussi des enjeux sur les risques climatiques? Est-ce que vous avez aussi des enjeux sur la flexibilité de travail, etc. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Est-ce qu'on peut se faire un atelier où tous les mois, on discute de ce que vous avez réussi à mettre en place, capitaliser sur des bonnes pratiques, faire peut-être un peu des vies ma vie d'une entreprise à une autre pour mieux se découvrir, faire monter en compétence nos collaborateurs les uns avec les autres, découvrir des technologies qui peuvent être intéressantes. Même quand je suis client d'un fournisseur, il y a plein de technologies similaires qu'on utilise. Enfin, voilà, il y a plein de choses à faire. Et ça me permet un peu de conclure aussi là-dessus, sur cette slide de conclusion. Tout à fait. Quels éléments à garder en tête pour être des acteurs pour des organisations plus solidaires? Hop, pardon. Et du coup, j'ai envie qu'on garde en tête l'aspect stratégique, de dire, bah oui, si on veut être plus solidaire demain, et même dès aujourd'hui, interrogeons-nous sur c'est quoi nos impacts, et qu'est-ce qu'on veut faire stratégiquement avec nos parties prenantes. Donc réduire nos impacts négatifs, mais aussi créer de l'impact positif. Donc aussi aller plus loin et aussi être dans cette innovation. On parle beaucoup RSE et innovation. Pour moi, c'est important, quoi, pour aller au-delà de juste la réglementation qui nous impose d'être vigilants sur nos impacts. C'est aussi en créer de nouveaux et qui soient positifs. Développer des actions locales, créer des partenariats durables avec son écosystème. Ça illustre ce que je vous disais là sur les parties prenantes et ce qu'Alexandre aussi évoquait avec la mise en place des ODD, les enjeux aussi qui étaient évoqués. Relocalisation de l'aide, je te laisse peut-être préciser. La relocalisation de l'aide, on en parle beaucoup. Alors, les premières à en avoir parlé, ce sont les ONG, mais ça a progressivement diffusé dans les agences d'ailleurs d'aide au développement. C'est effectivement faire en sorte que les organisations bénéficiaires de l'aide au développement soient plus à la barre, à la manœuvre, dans la définition des projets et des programmes qui les concernent. Si on veut atteindre les ODD, il est indispensable de s'orienter vers plus de responsabilités des partenaires, plus de responsabilités des premiers bénéficiaires de cette aide dans la gestion et la définition de comment cette aide est mise en œuvre. C'est loin d'être simple, c'est loin d'être acquis, mais c'est une condition sine qua non, à mon sens, pour pouvoir y arriver. Et je termine sur le changement climatique qui est assez prégnant dans les ODD. Il y a plusieurs objectifs qui le concernent, soit directement, soit de manière indirecte. C'est une bonne chose et c'est une vision que je dirais très centrée sur la vision que peuvent avoir les pays les plus riches en la matière, car le changement climatique, c'est certes, il faut savoir le gérer, il faut savoir s'y adapter, il faut savoir le prévenir, mais il faut aussi savoir gérer les conséquences que cela engendre, que ce soit sur les questions migratoires, sur les revenus que peuvent avoir certains pays qui s'effondrent aussi. Ça a des conséquences très concrètes qui ne concernent pas le climat directement, mais qui concernent le bien-être des êtres humains. Et les premiers à être touchés par ces changements climatiques et à être concernés, ce sont les pays pauvres et les populations les plus pauvres dans les pays pauvres. Super. Je conclus du coup avec cette petite phrase qui dit communiquer aussi individuellement sur ce que vous voyez qui se fait de bien, parce que c'est aussi ça qui encouragera d'autres à s'y mettre. Communiquer aussi sur vos valeurs et vos comportements, vos façons de faire. Et avant de donner la parole du coup à Anastasia et Aurélie, je vous laisse partager dans le chat ce que cela vous a donné envie de faire. Pour rendre ce webinaire aussi concret pourquoi pas dans vos pratiques, en espérant que ça vous ait inspiré. Je te laisse la parole, Aurélie.
Merci beaucoup, Alice. Non, le mot de la fin, peut-être, moi, je retiens comme mot-clé de repenser l'écosystème de notre territoire, chacun à son échelle, que ce soit internationale, européenne, régionale, communauté de communes. Et on parle maintenant de métabolisme, hein, c'est-à-dire la gestion des flux circulaires comme la nature, comment l'économie peut redevenir circulaire et à impact durable positif, tout en permettant de répondre aux besoins sociaux de l'humanité. Voilà. Du coup, merci beaucoup en tout cas pour ce webinaire à tous les deux. Moi, j'ai l'impression que l'objectif est atteint, que ça a entraîné de nombreux échanges et questionnements dans le chat. Je pense que, voilà, au vu des commentaires, les personnes repartent avec de nouvelles idées, de nouveaux projets à appliquer dans leur entreprise aussi à leur échelle. Donc, l'objectif du webinaire est atteint. Merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation. À titre d'information pour les participants, vous pourrez retrouver le webinaire sur Webikio en replay à partir de demain. Et sachez que nous organisons, comme je disais précédemment à l'introduction, régulièrement des webinaires. Le prochain aura lieu le 16 février, donc sur l'ESS, un autre sujet d'actualité. Donc, vous pouvez retrouver ce webinaire sur Webikio et sur LinkedIn. Les inscriptions ouvriront la semaine prochaine. Et si vous souhaitez des informations donc, sur la formation manager des organisations de la solidarité dont on a parlé au départ et sur lesquelles interviendront Alexandre et Alice, n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci beaucoup à tous et je vous souhaite à tous une bonne journée. Au revoir. Au revoir, merci à tous pour Merci. votre temps et le reste.